Nous sommes ensemble pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom et ils sont toujours avec nous sur ce plateau, Doudou Sidibé, Amédine Kane et Marc Bekal. À présent, notre grand angle. Les startups sont en pleine émergence au Sénégal. Le pays figure d'ailleurs parmi les pays les plus développés en la matière selon la Banque mondiale. Cette floraison de micro-entreprises reste toutefois limitée par un manque criant de financement, d'investissement et de formation. Ange Bijunomegno. Selon les données de la Banque mondiale, le Sénégal figure parmi les pays où les startups sont en pleine évolution. 22 millions de dollars ont été collectés grâce au développement de ces entreprises, soit près de la moitié des 54 millions de dollars collectés dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Même si les chiffres sont reluisants, la réalité de ces petites entreprises est parfois tout autre sur le terrain. Quand tu commences une start-up ici, il faut gagner de l'argent directement, sinon tu fermes. C'est simple. Si tu ne gagnes pas d'argent, tu ne peux pas vivre parce que cet argent-là, il ne nous l'est pas donné en fait. Nous, on n'a pas eu de dons, on n'a pas eu de subventions, on n'a pas eu de prêts. Et au moment où on aurait pu en avoir, finalement, la structuration qu'on veut donner à la société fait qu'on ne peut pas les avoir. La créatrice de mode Sarah Diouf gère également sa propre entreprise au Sénégal. Elle vend uniquement en ligne et a saisi des opportunités d'affaires au Sénégal en raison de la riche culture de la couture du pays. Mais pour elle, ce qui freine le développement et la croissance des jeunes entreprises sénégalaises, c'est le manque de compétences et de formation. Je trouve qu'on a une culture du tailoring, donc une culture de la confection qui n'est pas entièrement exploitée et mise en valeur. On a des tailleurs qui sont très talentueux. Malheureusement, je pense juste qu'on manque un petit peu de structure quand on veut passer de la créativité au business. Selon la Banque mondiale, plus de 40% de start-up n'ont pas accès au financement en Afrique. Pour l'institution financière, une nouvelle catégorie d'instruments financiers doit émerger pour fournir le capital de pré-amorçage et d'amorçage dont ces entreprises en phase de démarrage ont besoin. Monsieur Bekal, start-up est bien un nouveau mot, tout le monde ne connaît pas. Pouvez-vous nous aider à définir la notion de start-up? Start-up, on peut juste déjà commencer par traduire le terme anglais qui veut dire jeune pousse, jeunes entreprises, n'est-ce pas, qui se développent à partir d'un créneau spécifique. Et ces jeunes pousses, ces start-up se développent davantage dans le domaine des nouvelles technologies. Les grands groupes qu'on a aux États-Unis aujourd'hui, Amazon, Facebook, Uber, Lyft, des groupes comme ça qui sont dans ce qu'on appelle l'économie solidaire, ont commencé en tant que start-ups. Et bon, maintenant, pour revenir au sujet sénégalais, je crois que c'est très intéressant. C'est très intéressant et très significatif de la voie que doivent prendre les pays africains pour amorcer leur développement. À savoir qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique, l'ère de nouvelles technologies. Aux États-Unis, ce qu'on appelle des unicorns, les licornes, ce sont ces grosses boîtes-là qui sont devenues des mastodontes, qui ont commencé tout petits, n'est-ce pas? On devrait regarder de ce côté-là pour voir les stratégies, les dispositifs qui ont été mis en place pour le développement. Parce que sur 214 licornes, seules 3 seulement sont africaines. Il faut le rappeler. Oui, très faible. Bon, voilà, très faible. Et donc, à partir de là, voir maintenant qu'est-ce qui a été mis en place. Je crois qu'on en parlera. On en parlera. Pourquoi? Parce que, effectivement, il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'initiatives en Afrique, beaucoup d'énergie. Mais ce qui manque, c'est l'accompagnement financier. Et cet accompagnement financier ne dépend pas seulement, comme on a tendance à vouloir le dire et l'affirmer, ne dépend pas seulement de l'État ou de ce que peut faire l'État, mais d'un certain nombre de facteurs, qui vont, par exemple, du capital risque au réseau, à des réseaux personnels, réseaux familiaux, réseaux d'amis, etc., etc. Vous savez que, pour terminer là-dessus, il y a ce qu'on appelle la règle des 3 F aux États-Unis. C'est Friends, Family and Fools. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises se développent, même en Suisse, à partir de quoi? À partir des amis, de la famille
Et les idiots, ce n'est pas des idiots, c'est des gens qui risquent leur capital, qui croient dans la valeur de l'entreprise. D'accord. Monsieur Sidibé, quel regard portez-vous sur l'entrepreneuriat sénégalais, africain en général, et quels sont les principaux défis des start-up africaines? Pour moi, un regard extrêmement positif, parce que je pense que la jeunesse africaine et sénégalaise particulièrement est très dynamique et fourmille d'idées. Elle est très créative et je pense que c'est normal parce que la contrainte sollicite l'imagination, parce que ces jeunes Africains-là veulent s'en sortir. Et maintenant, les défis, ce sont le manque de financement et aussi la formation. La formation d'abord, pas dans le domaine qu'ils ont choisi, mais un accompagnement. Un accompagnement et puis leur donner des compétences en management, en marketing, en gestion, comment gérer l'entreprise, créer des incubateurs pour accompagner ces startups, etc., etc. Et pour le financement également, je pense qu'il faut que les États prennent sur le budget pour pouvoir accompagner ces jeunes, accompagner ces startups pour que ces startups deviennent demain de grandes entreprises et je rêve même de multinationales africaines. Mais on a l'impression que les États sont un peu absents parce que les investisseurs ils viennent toujours de l'étranger. Absolument, absolument. Parce que dans nos pays francophones, je pense qu'on n'a pas la culture d'entreprise. L'État est resté dans sa dimension publique, régalienne. Et moi, quand je vais à Dakar, par exemple, je vois que tout le monde vend. Tout le monde a une petite entreprise, des vendeurs ambulants partout. Et là, on continue toujours à former des gens. De la part d'un Sénégalais, parce que les Sénégalais sont très entreprenants. Sénégalais maliens, hein, nous, on considère qu'en matière de commerce, ce sont les champions en Afrique. Hein. Oui, mais je veux dire, c'est que... avec les Mauritaniens, on est les champions. Il faut passer... Si je peux poursuivre. Oui, allez-y. Il faut passer du petit commerce à l'entreprise. C'est cette transformation-là que les États n'arrivent pas à faire. Ouais. Et pour cela, je pense qu'il faut créer des écoles de commerce. Il y en a pas mal au Sénégal aussi. Hein. Mais ne sont pas trop organisées. C'est un peu, chacun crée son école, on ne sait pas quelle est la bonne, si un étudiant veut aujourd'hui. Il y en a quand même qui fait quelques-unes qui arrivent à se démarquer. Je crois qu'il faudra que les États africains et l'État sénégalais canalisent justement ces forces. Parce que le Sénégal a de très bons cadres. Et puis les écoles au Sénégal sont des écoles performantes. Reconnues. Ah oui, ça, il faudra le reconnaître, que ce soit par exemple l'université Cheikh Anta Diop, que ce soit l'université Gaston Berger, que ce soit l'école polytechnique de Thiès, que ce soit d'autres écoles, l'Institut de Dakar. C'est des écoles d'élite, hein. Moi je vous le dis parce que je me connais en la matière. Et puis ils sont reconnus en tant que de très bons formateurs. Et puis les cadres sénégalais sont des cadres de très haute valeur. Voyez-vous. Donc je crois qu'il faudra qu'il y ait un accompagnement. Et puis qu'il y ait une banque d'innovation et d'investissement. Et justement, les financements restent concentrés sur quelques pays comme l'Afrique du Sud, Kenya. Mais c'est les pays anglophones. Comment expliquer cette disparité? Qu'est-ce qui ne marche pas avec les pays francophones? Il l'a dit tout de suite, M. Sidibé l'a dit, les pays francophones ne sont pas innovateurs. D'ailleurs, le fer de lance des pays francophones, c'est le Sénégal. Les autres pays sont à la traîne. Les autres pays sont à la traîne. Maintenant, quand on cite les pays africains qui sont très dynamiques, on parle de l'Afrique du Sud, du Nigeria, du Kenya, du Ghana, vous voyez, et puis du Rwanda maintenant. Vous voyez, mais les pays francophones sont à la traîne. Et seul le Sénégal bouge et puis il y a la Côte d'Ivoire qui suit. Ouais, c'est probablement aussi en lien avec l'histoire de nos relations avec le jacobisme français, n'est-ce pas, l'État centralisateur, l'État dont on attend de tout, hein, n'est-ce pas, en matière d'investissement par rapport justement à l'esprit entrepreneurial anglo-saxon. Ça, il faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. Non, ce que je pourrais ajouter en la matière, c'est quoi? C'est qu'au-delà des dispositifs connus, des dispositifs officiels qui peuvent exister en matière d'investissement, de financement des entreprises, je crois que dans ce domaine-là, l'Afrique peut également Comment inventer. Justement ces pays vont s'organiser? Je vais vous donner quelques exemples très simples et précis. Il y a le cas du Sénégal aujourd'hui.
Mais il faut citer l'exemple probant du Rwanda. Il y a énormément de start-up rwandais qui sont nés du soutien de la population rwandaise installée à l'étranger, de la diaspora. Et je crois que lorsqu'on considère l'élite économique sénégalaise qui se trouve à l'étranger, et il me semble là qu'il y a une source de financement extraordinaire. Du crowdfunding. Et moi aujourd'hui, je peux vous dire que si j'ai un plan business qui m'est présenté par un jeune Sénégalais, je n'hésiterai pas à y mettre de l'argent. Mais il y a également le crowdfunding aujourd'hui qui passe par l'Internet, ce financement qui passe par les réseaux sociaux et autres. Il faudrait expérimenter tout ce dispositif, qui existe et que beaucoup de jeunes entrepreneurs africains n'exploitent toujours pas. Alors, donc on peut y passer toute la nuit. Hein. Il y a des solutions sont disponibles. Moi, je pense que je reviens un peu sur mon idée de formation. Oui. Quand je parle d'écoles de commerce, je ne parle pas des universités. On a de très bonnes universités, mais je parle des écoles de commerce qui forment sur le marketing, la communication, la gestion des entreprises, etc. Ça, au Sénégal, on n'en a pas des tonnes. Et je voudrais qu'on les multiplie parce qu'on ne forme plus des gens pour aller dans l'administration. Les gens veulent vendre, il faut les accompagner. Et puis de façon professionnelle. Voilà, pour que ces jeunes-là puissent créer leur propre entreprise et aussi les gérer. Voilà. L'autre chose aussi, sur le financement, il faudrait également que l'État négocie avec les banques pour qu'elles baissent leur taux d'intérêt. C'est trop élevé. Que beaucoup de Sénégalais aujourd'hui sont endettés. C'est un facteur parce qui a effectivement voilà, dans tous les coins de rue, il y a des banques qui ouvrent et qui prêtent de l'argent à des Sénégalais qui veulent entreprendre, mais au finish, ils n'arrivent pas à rembourser. Voilà. Donc, ça aussi, c'est quelque chose. Oui, non, je disais que les écoles de commerce, il y en a suffisamment au Sénégal. Hein, il y en a suffisamment. Et puis des écoles de très bonnes. Je ne suis pas d'accord, monsieur. Oui, bon, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est ça. Parce que moi-même, je suis enseignant dans une école de commerce ici, d'accord, dans plusieurs écoles de commerce même. Je connais les standards ici. Voilà, donc, au Sénégal, il y a quand même des progrès à faire. Beaucoup même de progrès à faire. Partout, vous voyez un grand... Pas forcément. Non, parce que vous voyez des fois des immeubles où on a une... Pour moi, c'est un schéma qui n'a rien à voir. On a une plaque, c'est école de commerce de tel. Si vous regardez les enseignants qui enseignent là-bas, n'ont pas peut-être le niveau pour enseigner. Je reviens là-dessus. Ça, c'est un autre débat. Voilà, je reviens là-dessus. Ça veut dire que... C'est bien de quoi je parle. Oui, monsieur Kane. C'est bien de quoi je parle. Oui, donc ce que je veux dire, c'est que des écoles de commerce, il y en a. Il y en a suffisamment. Ça veut dire qu'il faudra pouvoir les canaliser. Il faudra pouvoir les canaliser pour choisir les meilleures écoles. Parce qu'il y a, donc il y a des écoles qui sont par exemple, alliées à des écoles, par exemple, ici en France, qui sont alliées avec des écoles canadiennes, qui sont avec des écoles marocaines, des écoles américaines. Donc c'est ça qu'il faudra dire. Mais sinon, il y en a une pléthore. Et puis, il faudra les canaliser. Je crois que le Sénégal a cette capacité. Et puis, ça, moi, je n'en doute pas. Voilà. Absolument. Je souscris tout à fait à cette analyse. Pour juste ajouter que en matière de formation, je crois que l'Afrique a une élite extraordinaire qui fonctionne en Occident. Et vous avez quelqu'un comme Tidjane Tian, qui est aujourd'hui PDG de Crédit Suisse, passé par Prudential, etc. Non, mais quand on considère les pays qui ont lancé le développement économique par les startups, etc., mais on se rend compte que les entrepreneurs, ceux qui ont créé les entreprises, ne sont pas passés par les grandes écoles. Mark Zuckerberg n'est jamais passé par une grande école. Bill Gates, pas forcément. Non. Donc le plus important, c'est-à-dire c'est les dispositifs, c'est l'esprit, c'est la culture qui existe dans un pays. Vous convenez avec moi que après, il faut un personnel compétent pour faire fonctionner ces entreprises. Oui, maintenant, là, ils vont aller les chercher très rapide pour ça. C'est vrai que d'ailleurs, après arriver à un certain niveau, l'entreprise se conforme. Absolument. Se conforme et puis à part ça. C'est pour ça que vous allez avoir différentes étapes dans le développement d'une start-up. Il y a le financement initial, et puis, le financement de l'amorçage, et jusqu'à même à la fin. Comparer un entrepreneur américain qui a déjà baigné dans un environnement où l'entrepreneur
et valoriser. C'est différent d'un Africain qui commence déjà, à qui on doit donner certaines, qu'on doit accompagner, donner certaines bases. C'est différent, il ne faut pas les comparer. Comparaison n'est pas raison sur ce point-là. Moi, je pense que ces jeunes Africains ont besoin de cette formation. Allez leur demander, mais ils en ont besoin. Une bonne formation. Non, mais les bonnes formations... Soyons modestes, apprenons pour aller de l'avant. Non, mais ça veut dire les formations, tout le monde en a besoin. On a besoin parce que cause pour laquelle... On ne finit jamais d'apprendre. Voilà, d'accord. Voilà. Donc, quand on est là, on le dit, les Africains doivent se former. Ça, on parle de formation, on parle d'université, on parle de grandes écoles, on parle de prendre, par exemple, tout ce qui est bien à travers le monde et de le ramener chez nous. Vous comprenez? Donc, on parle des infrastructures, de la santé. On n'en disconvient pas, mais on dit que les écoles, il ne faudra pas qu'il y en ait une pléthore. Il faudra qu'il y ait des écoles d'élite et puis un petit nombre. Parce que, et puis à part ça, les startups, quand elles commencent, on ne cherchera pas obligatoirement que les cadres soient nationaux. Hein. S'il y a des Africains qui sont des Sud-Africains ou des Kenyans qui sont compétents pour gérer, ils vont venir gérer. Ah oui, mais c'est ça. C'est souvent ce qui se passe dans le développement des startups, à savoir que ce n'est pas nécessairement et systématiquement les créateurs qui deviennent, qui gèrent ces entreprises-là. Parce que ça se joue maintenant au niveau de l'investissement, des investisseurs, etc. etc. Et puis on voit une certaine solidarité de la jeunesse africaine. Absolument. Un Sénégalais qui s'associe à un Sud-Africain et créer une... Mais maintenant, ça se fait, absolument, ça se fait de plus en plus. C'est pour ça que je dis qu'il y a la culture entrepreneuriale, il y a la culture de l'investissement, et les jeunes l'ont compris. Il y a la culture de la participation des populations, justement, au financement des entreprises. Il y a, par exemple, des formules plus ou moins informelles qui existent, par exemple, en Afrique centrale, qu'on appelle la tontine, lorsque les femmes mettent ensemble une cagnotte pour la donner à C'est dans toute l'Afrique. Voilà, qui va l'investir pour telle ou telle activité commerciale. Vous voyez que là, c'est un dispositif que l'on peut appliquer au lancement des startups. Oui, monsieur Sidibé. Il y a aussi un maillon de la chaîne qui manque, c'est le marché. Une fois ces entreprises développées, tout cela, il faut trouver un marché également qui dépasse le marché d'un pays. Il faut élargir ce marché dans d'autres pays et même à l'international. Voilà. Donc c'est ça que il faut juste commencer quelque part. Il faut commencer d'abord dans un environnement. On a compris, il y a un début naturel. Alors messieurs, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Mais,